Adam Smith et l'économie politique. Écossais et professeur de philosophie morale, il publie en 1776 Recherches sur les causes et la nature de la richesse des nations. The livre considéré aujourd'hui comme l'acte de naissance de l'analyse économique et du libéralisme. Nous allons évoquer ici quelques-unes seulement des nombreuses analyses de l'économiste. Commençons par la main invisible. What else? Alors, quelle est son idée? D'après Smith, la recherche des intérêts particuliers aboutit à l'intérêt général. Quesaco. En fait, le libre fonctionnement du marché permettrait la satisfaction du plus grand nombre. Toujours pas clair? Ok, prenons un exemple. J'ai une entreprise de vente de vélos. Je souhaite baisser les prix pour augmenter mon volume des ventes. Chaque client sera normalement satisfait effectivement de cette baisse des prix. Et moi, j'y trouverai mon compte par une augmentation donc de ma clientèle. Je ne le fais pas par altruisme, alors certainement pas, mais par intérêt. Mais tout le monde en profite. Chaque individu donc, on peut le dire clairement, cherche à satisfaire son intérêt personnel, mais indirectement et involontairement, conduit par une sorte de main invisible, permet donc aux autres d'augmenter leur bien-être. Alors il faut savoir que ce mécanisme de la main invisible est une expression célèbre qu'Adam Smith n'utilise pourtant qu'une seule fois dans son œuvre. Alors, quel est le rôle de l'État pour Smith dans ce cas? Il n'a pas à intervenir sur le marché puisque celui-ci se régule naturellement. Il doit uniquement se contenter des fonctions dites régaliennes, autrement dit s'occuper donc de l'armée, de la police et de la justice, pour protéger justement les citoyens des violences et des... La division du travail, source de richesse. En fait, Adam Smith se demande comment la division du travail permettrait de créer plus de richesse. Sa réponse est assez simple. Le fait de décomposer le travail en plusieurs tâches élémentaires et réparties entre plusieurs individus permettrait donc d'augmenter la productivité. Autrement dit, on assiste à une hausse de la quantité produite par travailleur, ce qui entraînerait in fine une hausse de la richesse d'une nation. Voyons maintenant la théorie de l'avantage absolu. Quelle est son idée? Smith conseille de ne jamais essayer de faire chez soi la chose qui coûte moins cher à acheter qu'à faire. Comment ça? Certains pays ont des avantages en termes de coûts de production que d'autres n'ont pas. Et donc, tant que l'un des pays aura ces avantages et qu'ils manqueront à l'autre, il sera toujours plus avantageux pour celui-ci d'acheter au premier que de fabriquer lui-même. Terminons par la valeur d'un bien, une notion qui est un peu plus complexe, mais attention, pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Smith, en effet, distingue valeur d'usage de la valeur d'échange. La valeur d'usage de quelque chose est son utilité, autrement dit le besoin qui est ressenti. Lorsqu'on achète un pantalon, c'est pour se vêtir. La valeur d'échange est tout simplement en fait son prix. Attention, cette distinction n'est pas inventée par Smith. Des centaines d'années plus tôt, c'est Aristote qui en parlait déjà. Et oui. Par contre, effectivement, Smith va un peu plus loin et va évoquer le fameux paradoxe, en fait, de l'eau et du diamant. L'eau, en fait, d'après lui, a une très forte valeur d'usage, c'est-à-dire qu'elle est très utile, pourtant elle ne vaut rien, autrement dit, elle est peu chère. Le diamant, à contrario, est plutôt, on va dire, inutile, donc a une valeur d'usage qui est faible, et une valeur donc d'échange qui est importante. Ça coûte cher. Alors, il faut savoir qu'il a énormément réfléchi à la question. Pourquoi, justement? Il raisonne à l'état de nature. Il va effectivement prendre l'exemple du daim et du castor. Si en fait, chasser un daim prend 2 fois plus de temps que de chasser un castor, il est naturel qu'un daim s'échange contre 2 castors. Le diamant est donc cher parce qu'il a fallu beaucoup d'heures de travail pour l'extraire et le tailler, alors que pour l'eau, facilement accessible et extractible, demandant peu d'heures de travail, c'est donc beaucoup moins cher en fait, bien que ce soit utile. Alors on n'a pas fini. En effet, Smith distingue également 2 sortes de prix.
L'existence tout d'abord d'un prix dit naturel, en fait des biens, c'est-à-dire le prix qui permet de couvrir les coûts de production, qui sont chez Smith d'ailleurs le salaire, le profit, la rente, mesurée donc en heures de travail, et le prix donc de marché, qui est déterminé par la loi de l'offre et de la demande. C'est la main invisible qui permettrait justement d'atteindre une situation d'équilibre entre prix de marché et prix naturel.